Il y a une petite fille qui est avec une petite poupée et une table. Zoé, 7 ans. Elle est dans la rue, contre un mur. Elle a un bonnet, elle a un gros manteau. Elle a beaucoup de roses. Il a l'air de pleuvoir un petit peu. Qu'elle vend des jouets pour gagner de l'argent. Elle a l'air un petit peu triste, un petit peu en colère aussi. Sans un visage, un podcast Webistan et les ateliers Reza. Épisode 7, la guerre en Bosnie-Herzégovine, la petite fille de Sarajevo. C'est très important de penser que Sarajevo, c'est au centre de l'Europe, presque. Reza. Le siège de Sarajevo, dans mes oreilles, ça sonnait comme une vraie insulte contre l'humanité. Dès le début, les images que je voyais, les réfugiés étaient traités, les façons où d'un seul coup des villes ou des villages entiers étaient encerclés par les forces serbes et les hommes séparés, et des femmes séparées, des enfants séparés. Et on savait ce qu'il arrivait après cette histoire, parce que j'ai déjà vu dans d'autres endroits. Donc tout ça, c'était tellement inhumain. Il fallait que je trouve un moyen pour aller voir et témoigner de ça. Or, la ville est assiégée. Il y a une seule entrée et sortie possible. Il y a une piste d'avion qui est en dehors de la ville et qui est tenue d'une part par les forces européennes et les Nations Unies, mais encerclée par le groupe serbe. Et de cet aéroport, pour rentrer dans la ville, il y a une seule route aussi. Et de cette route, au milieu, a une très grande checkpoint qui contrôle tout ce qui va et tout ce qui vient. Donc, le seul moyen pour les journalistes, pour les membres d'organisations internationales, pour les ONG qui avaient droit d'y aller, c'était seulement prendre l'avion des Nations Unies dans une ville en Italie, et après, une fois qu'on était dans la ville, c'était la guerre. Comment était la guerre au Sarajevo? Sarajevo est entouré de montagnes. Donc tous ces hauts de montagnes étaient pris, qui avaient mis tous leurs armements. Et ensuite, certains bâtiments des banlieues aussi proches étaient aussi dans les mains des Serbes. Ce qui fait qu'ils avaient installé des francs-tireurs. Et il n'y a pas pire que francs-tireurs dans les guerres de ville. À un moment, il y a eu à Beyrouth, il y avait dans Karabakh aussi les francs-tireurs, et Sarajevo, c'était le summum de ces guerres contre la population, parce que les francs-tireurs, une grande partie, dans une ville, ils prennent position pour qu'on ne les voit pas, et ils tirent sur tout ce qui bouge. Sniper, ouais, en anglais. Donc, c'était une vraie, je dirais, désastre humain. J'arrive dans la ville d'Italie, la ville est donc en fête. C'est la lumière de Noël, c'est le marché de Noël, c'est quelques jours avant Noël, enfin. Très vite, qui me frappe, c'est le regard des gens. Je connais bien ces regards, c'est le regard de prisonniers. On voit dans le visage des femmes, des hommes, cette détresse, ce chagrin. On sent que c'est des gens qui ont perdu des membres de famille. On sent que c'est des gens qui souffrent. Je me rends compte que combien ces gens ils sont mécris. On sent dans le visage de chacun. Et après, en discutant des gens, je me rends compte que oui, il y a des gens qui ont perdu entre 5 à 10 kilos. Ça veut dire ça, c'était devenu les normes pour les différentes raisons, mais aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Par exemple, s'il y avait un jardin, s'il y avait même des pots de fleurs, et tout ça était transformé en potager.
des pommes de terre et d'autres choses partout dans toutes les maisons. C'était ça qu'on voyait. Et certains cas, le jardin des maisons, c'était aussi l'endroit où ils avaient enterré leurs proches. Parce qu'il n'y avait pas le moyen d'aller au cimetière, parce qu'ils tiraient sur le cimetière, parce que le cimetière était plein, parce qu'ils avaient fait de stades de football pour enterrer les gens. Donc les stades de football étaient devenus un cimetière et qu'encore il n'y avait plus de place. Et il y avait eu des cas aussi que, par exemple, une jeune fille qui était abattue par les francs-tireurs devant chez elle, et que pendant 3 jours, ses parents, ils voyaient leur fille qui est blessée, qui est en train de perdre du sang, mais ils n'avaient pas pu le rapprocher de plusieurs mètres. Et la fille est morte devant leurs yeux. Donc voilà un peu l'ambiance de cette ville assiégée et les histoires que les gens y racontent. Mais chaque fois, sortant de l'hôtel, enfin aller quelque part, sachant qu'il fallait faire tout ça à pied, il y avait très peu de possibilités de voiture ou de l'essence, enfin, dans un moment qui fait froid, les explosions constamment, entendre les balles qui tirent à côté de votre oreille, entendre les cris des gens, d'un seul coup vous ne savez pas d'où, et waouh, vous entendez un groupe de gens, les femmes qui commencent à crier, à hurler, donc vous arrivez, vous voyez que voilà, ils ont tiré sur quelqu'un. Ou les premiers jours, ce que je fais, je cherche et je tombe sur la place centrale, un petit kiosque très joli, le kiosque ancien, qui devait être un kiosque pour les touristes, enfin, au plein centre historique de Sarajevo, qui devait vendre des cartes postales, mais qui est complètement presque en ruine, et il y a une dame assise dedans. On sent que c'est ancienne propriété et qui ne veut pas lâcher. Je commence à parler avec elle, parle anglais un peu, et j'explique qui je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai acheté des cartes géographiques. Et à un moment, juste avant de partir, je dis, vous savez quoi, je cherche aussi un assistant, quelqu'un qui, si vous connaissez, qui peut m'aider en anglais pour être mon assistant. Elle dit, mais dites-moi, quel genre de personne vous cherchez? Je dis, un jeune homme ou une jeune fille, entre 25, autour de ça, pour être un peu costaud, qui soit étudiant ou non, mais en tout cas, qui parle bien l'anglais, et qui puisse venir avec moi, m'aider. Vous savez, en vous écoutant, je croyais que vous parlez de mon fils. Et il devient mon assistant pour aller, pour parler, pour discuter, m'aider. Ça, c'est aussi dans tout le travail que tous les journalistes y font. Ces gens-là, qu'on les appelle des fixers, normalement en anglais, ils jouent un rôle important. On continue avec lui, et un matin, peut-être le 3e ou 4e jour, qu'on devait aller au stade, je crois, pour photographier le stade, je vois une petite fille. La première chose que je vois, et c'est grâce aux couleurs de son manteau, qui est couleur chaude,
et je le distingue de loin. Je vois, il est là. Au début, je croyais même que c'est une œuvre artistique, que c'est des artistes qui ont dû faire quelque chose pour là, que c'est pas une vraie, parce que j'avais pas vu d'enfant depuis que j'étais venu. Il y avait, tout c'était dans la maison, ils bougeaient pas, les parents ne les laissaient pas sortir dans ces moments. Donc on se rapproche de la fille, et en se me rapprochant, je vois qu'il y a un tabouret à côté d'elle. Oh, mais de quoi s'agit-il? Je dis, et la fille, elle ne bouge pas. On a fait la photo, on est rapproché, elle n'a pas changé ni de regard, comme si elle est figée, comme si elle est dans ses pensées, comme si c'est ce que moi j'ai vu dans toutes les guerres qui arrivent, c'est cette perte de l'enfance. La première chose qui arrive dans une guerre, ou la première explosion, la première fois que les enfants ils entendent la guerre, le bruit de la guerre, le cri de leurs parents, de leurs frères et sœurs, ils perdent leurs enfants. C'est ça qui est incroyable, tout de suite. Et là, je sens que cette petite fille, c'est une grande personnage. C'est une dame qui a peut-être 80 ans, ouais, c'est peut-être ce qu'il a vécu. Donc, évidemment, la première question, j'ai dit bonjour en français. Et là, elle commence un peu à se détendre. Je me demandais qu'est-ce qu'elle fait ici et de quoi s'agit-il. Et il me traduit, il dit voilà, il veut vendre ses poupées. Et je pose la question, mais pourquoi tu le vends? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est là où son regard il devient encore plus... je dirais, presque jocondien. Ce que je veux dire, c'est aussi bien triste, mais aussi joyeux quelque part. En disant, j'aime beaucoup ma grand-mère. Mais ça fait 4 jours qu'on n'a plus de pain à la maison, elle n'a rien mangé. Et ce matin, quand j'ai vu qu'il n'y a plus rien, je me suis dit peut-être que je peux vendre mes poupées et acheter du pain pour ma grand-mère. Vous pouvez imaginer que dans ce moment précis, dans cette ambiance de froid, de l'hiver, la guerre, les bombardements, l'odeur de mort partout, le cri des blessés partout, chaque mot et chaque phrase de cette fille, ça devient à jamais gravé dans mon âme, dans ma tête, dans ma pensée. Et quand je le regarde, même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est en train de parler de ça pour moi. Et en même temps, il y a une joie incroyable dans moi. C'est que, waouh, c'est ça que je vois dans les guerres, que je ne peux pas voir dans la vie normale des gens, c'est cette grandeur de l'âme des individus. Parce que ce qui est fort dans tous ces moments que je vois, que je vis, c'est deux extrêmes de l'humanité. L'extrême brutalité, l'extrême cruauté de l'homme, que je le vois, que je le sens, que j'ai vécu moi-même par mon chair et sang de veine, enfin comment dirais-je, que cette cruauté que moi-même personnellement j'ai vécu pendant 3 ans, ça. Mais de l'autre côté, on voit ce moment-là, la grandeur de l'âme de l'homme, la résilience, la beauté de la vie, la force de la vie. Toutes ces histoires, ça devient pour moi un des moments le plus poignant de toutes les guerres. Ouais, de toutes les guerres. Il devient tellement important que dans les moments les plus durs depuis, je pense à elle. Dans les moments où je pense que tout est fini et que tout est écrasé, je pense à elle. Et quelque part, c'est grâce à elle aussi que mon optimisme envers la nature de l'homme, envers l'avenir de l'homme continue à son chemin, mais même à grandir, parce que je suis un pacifiste, parce que
je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité. Et elle, toute seule, elle a joué un rôle important dans, dans ma conviction. Sophie Guedet, historienne et spécialiste des conflits dans les espaces post-yougoslaves et post-soviétiques. Dans le contexte, du coup, de dissolution de la Yougoslavie socialiste, puisque ont déjà commencé les guerres en Slovénie et en Croatie. Et, en l'occurrence, en Slovénie, le cessez-le-feu a déjà été signé, mais voilà, la Yougoslavie socialiste est en pleine dissolution, il n'y a pas de marche arrière possible. Ce que proposent les députés, c'est d'acter la marche de la Bosnie-Herzégovine vers l'indépendance par cette déclaration de souveraineté. Or, le fait que les députés SDS, donc les députés serbes, sortent avec fracas de l'Assemblée législative, ça montre bien la capacité d'organisation des forces nationalistes serbes et la capacité en fait à court-circuiter toute velléité de la part des forces loyales à la Bosnie-Herzégovine d'organiser une résistance au processus de fragmentation. Cette capacité, elle va se manifester d'autant plus visiblement le 10 novembre 1991 où cette assemblée législative serbe parallèle organise des référendums dans les territoires où le SDS a été élu avec une majorité absolue durant les élections de septembre 90. Ces référendums vont porter sur la question suivante. Vous vous prononcez en faveur du maintien de ces oblasts au sein de la République, de la Fédération socialiste yougoslave. Vous allez avoir 98% de votes en faveur du maintien des oblasts à majorité serbe de la République fédérée de Bosnie-Herzégovine au sein de la Yougoslavie socialiste. À partir des résultats de ces référendums, le processus d'armement s'accélère. Il s'accélère non seulement par l'intensification de la livraison d'armes, par le verrouillage des systèmes de défense territoriale, comme je vous l'ai précédemment expliqué, mais il s'accélère également par la constitution, la formation et l'entraînement de milices bosno-serbes supervisées par les forces de sécurité yougoslaves. Et ce processus d'armement, cette marche à la guerre, elle se fait selon le principe de plausible deniability, donc de déni plausible, on va dire. C'est-à-dire que tout est fait sous couvert de potentiel refus, de négation en fait de l'engagement de la Serbie dans le conflit. Et ce qui va en fait permettre encore maintenant aux forces nationalistes serbes et bosno-serbes de réfuter l'engagement de la Serbie dans le conflit. En réalité, il y a quand même eu la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, c'est 100 000 morts. La Bosnie-Herzégovine, c'est 4 millions de déplacés internes ou réfugiés. Et la Bosnie-Herzégovine, c'est une guerre dans laquelle vous avez des formes de violence qui ne sont pas seulement de l'ordre de la violence militaire. De la violence purement kinétique qui caractérise une guerre conventionnelle.
Dans la Bosnie-Herzégovine, vous avez divers degrés de perpétration de la violence. Celle des forces armées, entre guillemets, régulières, parce qu'elles répondent à des entités séparatistes contestées, comme la République serbe de Bosnie, les milices ou les bataillons, divisions de telle ou telle armée ont commis les crimes qui ont été commis. Et en fin de compte, si vous regardez le décompte des victimes, aussi bien civiles et militaires que du conflit, la proportion de civils est quand même effroyablement, pas supérieure, mais est quand même extrêmement importante pour un conflit armé. Et ce qui est également important à souligner, c'est que ce caractère flou de la chaîne de commandement, il a un effet durable sur le décompte des victimes du conflit. C'est-à-dire que vous avez encore des controverses aussi bien historiographiques que politiques en ce qui concerne le décompte des victimes. Les chiffres ont des variations absolument insensées en fonction de quelle ou quelle institution ou quel acteur politique s'en empare. Le décompte même est rendu extrêmement compliqué. La question de la responsabilité, la question de la négation du génocide, la question de la négation de la perpétuation de la violence, la question de l'impunité de la violence, enfin des perpétrateurs de la violence, elle, en fait, entrave, elle bloque de façon extrêmement dramatique la gouvernance du pays et j'aime pas parler de réconciliation parce que, en réalité, si vous allez en Bosnie-Herzégovine, les citoyens, peu importe le groupe national auquel ils se revendiquent, ne sont pas à couteau tiré les uns avec les autres. Mais en tout cas, entravent la saine gestion de l'après-guerre et des questions laissées en suspens après 1995 et les accords de paix. Pour revenir sur le siège de Sarajevo, je pense que le siège de Sarajevo, c'est l'événement qui permet de concentrer tous ces aspects de violence dont je vous parle. C'est un siège qui est militaire avec une armée soi-disant organisée, l'armée de la République serbe de Bosnie, qui monte le siège contre une ville dont la capture fait partie des 6 objectifs stratégique édicté par le gouvernement de Republika Srpska en mai 1992. Prendre Sarajevo et en faire la capitale de la République serbe de Bosnie est un objectif stratégique de la Republika Srpska. Sarajevo, c'est un enjeu non seulement politique, établir la capitale, c'est un enjeu non seulement militaire, prendre militairement asseoir le contrôle militaire sur la ville la plus importante du pays, en fait, est un élément qui peut définir ou non la victoire des forces serbes au début du conflit. Et c'est également un élément extrêmement symbolique, puisque à Sarajevo, en mars et en avril 1992, d'énormes rallyes de la paix rassemblant entre 50 000 et 100 000 personnes ont été spontanément organisés pour s'opposer au déploiement de forces militaires et paramilitaires serbes. Donc il y a aussi, en fait, Sarajevo, c'est la ville de la résistance au nationalisme en Bosnie-Herzégovine. Et la prendre,
ça revient à éradiquer l'anti-nationalisme et les mouvements pour la paix au sein de la République. Et donc s'enfoncer de plus en plus dans cette spirale de violence savamment orchestrée. Le début du siège, le 6 avril, il est souvent considéré comme le début de la guerre. Mais je vous l'ai déjà dit, cette guerre, elle a été tellement savamment organisée que en gros, les premiers mois de 1992, vous avez déjà des barricades, vous avez déjà des escarmouches, vous avez déjà des incursions de la JNA en territoire de la Bosnie-Herzégovine pour en fait, passez-moi l'expression, faire monter la mayonnaise. Et c'est pour cela que, en dépit du rallye pour la paix organisé le 5 avril, des forces militaires et paramilitaires serbes sont déployées dans la ville. Et c'est pour cela que le 6, la ville en fait est assiégée sur ses hauteurs par les forces serbes au nom justement de cette défense qui est considérée nécessaire par la mobilisation générale décrétée par le gouvernement de Sarajevo. Vous avez aussi la question de la défense de Sarajevo qui montre bien comment la souveraineté, je vous ai dit, difficile à légitimer du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Cette souveraineté, elle est également contestée de l'intérieur, puisque au sein de Sarajevo, vous avez des milices de défense qui souvent ont du mal à tomber d'accord et à se coordonner avec les forces armées de Bosnie-Herzégovine. Donc, en fait, les forces armées légitimes sous l'autorité du gouvernement de Sarajevo. Et vous avez également la question du difficile rapport entre le gouvernement de Bosnie-Herzégovine lui-même et le commandement des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Et ces tensions, ces lignes de fracture, elles ne sont pas seulement l'apanage du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et de ses forces armées, elles vont se retrouver également au sein des forces serbes et des forces croates, qui montrent bien en fait que la multiplicité des enjeux et des acteurs et de leur agenda et de leur but de guerre brouille encore plus, le déroulé de la guerre en Bosnie-Herzégovine et brouille encore plus les enjeux qui lui sont inhérents. Et dans le siège de Sarajevo, vous allez avoir la concentration également de la question de l'intervention internationale dans la guerre en Bosnie-Herzégovine. Je vous prends un exemple très précis qui en fait a malheureusement aujourd'hui des échos assez négatifs, assez dramatiques, assez tragiques quand on pense à l'Ukraine. La réponse internationale sur la Bosnie-Herzégovine, elle a été très très lente. La question de l'aéroport de Sarajevo, sur lequel l'ONU demandait un contrôle, une administration, de façon à pouvoir acheminer l'aide militaire, a bien montré que aussi bien les grandes puissances internationales que l'ONU a été incapable de s'opposer fermement et frontalement à la montée de la violence et aux agendas des différents acteurs. Par exemple, alors qu'un cessez-le-feu a été signé le 20 juin 1992 pour que l'ONU puisse justement mettre en place cette administration sur l'aéroport, le cessez-le-feu a été violé par les forces serbes, de sorte à prendre le contrôle de la zone qui sépare la fin de la ville et l'aéroport, qui est en fait un territoire éminemment stratégique. Donc vous voyez qu'il y a aussi dans le siège de Sarajevo la question de la difficulté à coordonner une réponse internationale sensée et efficace. Milosevic a été dépêché par les membres du groupe de contact et Richard Holbrooke, le chef de la délégation diplomatique américaine, pour négocier au nom des Serbes de Bosnie, parce qu'il était considéré, si vous voulez, comme plus ouvert à la négociation et plus susceptible d'accéder à de sécuriser un compromis, alors qu'il faisait partie, il était même l'artisan premier de la guerre de Bosnie, Herzégovine et de Croatie. Et du coup, lui, ce pourquoi il va pousser,
c'est un arrêt rapide de la guerre, de sorte à ce que la communauté internationale lève les sanctions qui sont imposées contre la Yougoslavie et qui commence en fait à mettre le régime de Milošević en extrême difficulté du point de vue de la politique intérieure. Milošević va, en signe entre guillemets de bonne volonté, renoncer à Sarajevo comme capitale de la Republika Srpska, qui sera quant à elle réintégrée au sein d'une Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez peut-être maintenant, au sein de la Bosnie-Herzégovine, vous avez deux entités fédérées, la Republika Srpska et la Federacija. Merci d'avoir écouté Sans un visage, un podcast sur une idée originale de Rachel Degati et Reza. Réalisé et mixé par Emma Sednaoui. Le générique est signé Sinan Botoy. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Zoé de l'école Petit Dôme, Reza, ainsi que de l'intervention de Sophie Guedet. Nous vous invitons à lire ses travaux tels que son article « Écrire sur la guerre de Bosnie-Herzégovine 30 ans après » dans la revue historique des armées de 2022. Vous avez aussi pu écouter l'œuvre musicale de Serjan Ivanovic. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez acquérir sa photographie sur le site web studioreza.com et ainsi soutenir le podcast.